Tout d'abord, cette aventure humaine extraordinaire pour nous a commencé lorsque par hasard Clément a fait une découverte dont il informa immédiatement son ami Rémi. Et une fois réunis, il lui dit quelque chose comme « Truc de dingue! Oh, sérieux? Vas-y, Rémi. Allô? Allô Rémi? Oui. Non, j'ai trouvé un truc de dingue, je te jure. Alors, le nom est un peu bizarre, mais c'est vraiment un truc de ouf. Faut absolument que tu viennes, on va checker ça ensemble. Quoi, tu veux me parler encore? Vas-y, assieds-toi. Mec, c'est un truc de dingue. Dis-moi. Est-ce que tu connais l'aquaponie? Tu crois encore que les chevaux dans les piscines ça marche, toi? Alors déjà, c'est pas le sujet, mais oui, ça marche. Mais l'aquaponie, mec, c'est un truc, en fait, c'est des poissons, tu vois, ils émettent des déjections, genre comme ça. Enfin non, là, c'est de l'eau. Mais c'est des poissons, ils émettent des déjections. Les déjections, elles vont dans un biofiltre où il y a des bactéries qui transforment ça en nutriments pour les plantes. Et genre, ça retourne dans les plantes, et puis les plantes, elles grandissent. Et ça va nous servir à quoi? Enfin, on va... Mais mec, imagine, genre dans le futur, en fait ça, t'as pas besoin de terre. Du coup ça, tu le mets dans un bâtiment. Donc déjà, économie de place. Puis ensuite, économie d'eau. Puis ensuite, production plus rapide. Donc avec la croissance démographique, tu nourris plus de monde en consommant moins de ressources. Et surtout, tu peux mettre ça dans les villes. Donc culture locale. C'est un truc de dingue. C'est incroyable. Clément, pour son TPE, a eu l'idée de le faire sur l'aquaponie. C'est alors, en se renseignant, qu'il trouva la ferme aquaponique du Cotentin de Laurent Keffec. Après avoir eu 14 au TPE, on propose à nos champions d'aller faire une conférence à Taïwan. C'est donc cette aventure que je vais vous conter. Oh, il va s'envoler avec ce baby. Bon du coup les gars, on va où là? On va à Cherbourg. On va voir Laurent, l'agriculteur en aquaponie. Allez, c'est parti, yatcha. Donc dès notre arrivée, Laurent, l'aquaculteur, a voulu nous montrer les poissons qui sont détruits arc-en-ciel comme celle-ci, en les nourrissant. Puis il nous a présenté tout son système et de la manière dont il fonctionnait, et c'est ce qu'il va vous présenter maintenant. Avec donc à terme 3 bassins poissons, donc là il y en a 2, il y en aura un troisième à l'endroit où on est. Nickel. Donc ça c'est la prochaine arrivée d'eau, pour Ouais, le faut pas troisième tourner. bassin. Là-bas sous la caisse c'est la prochaine arrivée d'air pour le troisième bassin aussi. D'accord. Tout ça a été construit à l'avance. L'intérêt de tout construire à l'avance, c'est qu'une fois que c'est construit, je peux, quand j'ai besoin de brancher, j'ai plus besoin de recouper tout le système pour recoller des machins, des coudes, des trucs. Tout est déjà en place. Donc une fois que ça c'est fermé, je n'ai pas besoin d'arrêter la pompe pour construire tout le reste. Les lacs de poissons, vous avez la sortie par ce truc là. À l'intérieur du bassin en fait, il y a un long tube qui va jusqu'au milieu, au sol. Ouais. Comme le bassin est alimenté, vous voyez, je fais tourner l'eau un petit peu, l'eau elle arrive de manière un peu radiale. L'eau elle va naturellement se mettre à tourner. Et ce mouvement-là va concentrer mécaniquement les saletés au milieu du bassin. D'accord. Vous avez peut-être déjà vu ça dans une bassine par exemple. Dans une bassine où il y a du gravier, si vous faites tourner, vous allez rapidement avoir un petit tas de sable ou de merde au milieu. Pour que l'eau qui sort du bassin soit l'eau la plus sale. Cette eau-là, elle arrive par ici, elle rentre dans le filtre à tambour. Le tambour, il va se séparer, l'eau rentre par là, elle se retrouve coincée en fait à l'intérieur du tambour là. Pour que l'eau sorte, il faut qu'elle passe à travers la maille. La maille, c'est 70 microns. Une fois que l'eau a traversé la maille, elle se retrouve par là. Vous voyez, là, il y a des sorties. Ça, c'est des sorties d'eau propre, entre guillemets, que je peux envoyer ensuite vers le filtre biologique. Et la pompe va venir contre-rincer, grâce à ces buses là, ça va venir rincer le filtre par l'extérieur. D'accord. Donc toutes les saletés qui sont accumulées à l'intérieur du filtre vont tomber dans la gouttière. Et ensuite, les saletés, elles sortent par là. D'accord. En l'occurrence, là-bas. Et tu vois que j'ai remis une poubelle. D'accord. Donc cette poubelle-là va récupérer l'eau de rinçage. Dans cette eau de rinçage, en fait, il y a quand même beaucoup d'eau et des particules. Les particules, je veux les enlever, mais l'eau, je voudrais la récupérer. Les particules, est-ce qu'on les met dans le biofiltre ou pas? L'idée, c'est justement d'éviter de les mettre dans le biofiltre pour pas colmater le biofiltre. Et puis c'est des gros morceaux, donc c'est des protéines encore complexes que les plantes ne sont pas capables d'utiliser. Il va falloir les recouper. Et donc ça, on le fait toujours à l'extérieur, on le laisse jamais faire dans le système aquaponique. Donc les particules, si elles vont resédimenter dans la poubelle,
l'eau propre entre guillemets, elle repart directement vers le bac tampon. Donc là il est en train de laver, l'eau qui est chargée en particules ressort par les pupilles. Hein. Quand l'eau propre donc réussit à sortir du bassin, qu'elle a été débarrassée de ses impuretés, elle passe par un ultraviolet. L'ultraviolet il est là, c'est dans le tube là. Ça va principalement avoir pour but de tuer toutes les bactéries qui se promènent dans l'eau. C'est pas gênant pour la nitrification parce que pour la nitrification, c'est des bactéries qui ont besoin d'un support. Donc elles circulent très très peu dans l'eau. Par contre, ce qui circule dans l'eau, ça va être les pathogènes des poissons principalement. Si jamais j'ai une maladie du poisson, elle va être présente, mais elle ne pourra pas se multiplier au point de devenir un problème parce qu'au fur et à mesure, je vais les cramer. Toutes les heures, l'eau elle passe là devant l'UV. Et donc toutes les heures, on dézingue les pathogènes. Et là, on arrive donc dans les bacs de filtration biologique. Donc il y en a deux, pareil, parce que ça me paraissait pas suffisant pour les 3 bacs. Donc pour l'instant j'en ai un seul qui fonctionne pour les 2 bassins. Je sais que quand j'aurai les 3 bassins, il faudra que je mette en route le deuxième. Donc lui pour l'instant il tourne tout seul sur lui-même. J'ai une petite pompe derrière là-bas, je sais pas si vous voyez le tuyau gris et vert là. Ça prend de l'eau dans le bac tampon, ça le ramène dans le filtre pour commencer à faire se multiplier les bactéries. C'est ça justement ce que vous utilisez là pour le support des bactéries? Ça c'est le support bactérien. Donc il y a plein de noms pour ça, moi j'aime bien dire biobal ou bioballs. Donc ça, l'intérêt de ça, c'est que par unité de volume, on a une grosse surface de fixation. Le fameux tuyau dont je vous parlais tout à l'heure, on a une vanne évidemment pour pouvoir régler le débit et éventuellement fermer si on a besoin. Et puis donc l'eau arrive ici. D'accord. Donc l'eau de là, en fait, elle va passer d'un bac à l'autre par vase communicant en fait. Ils sont reliés les uns aux autres, les bacs, jusque là-bas. Ils vont nous en séparer, donc de là, tu vois, là c'est c'est l'aspiration, ouais. Me permet de régler le niveau dans toutes les bases, dans toutes les bien sûr. Donc les tables, en fait. si on le remet plus haut, bah, l'eau elle va aller plus haut. L'eau va continuer à monter. Ouais, c'est ça. Et c'est pas plus haut parce que si l'eau monte, il y a un endroit là-bas où ça va déborder. Ouais, ouais, bien sûr. Donc ça c'est le niveau idéal. Et de là, l'eau retourne vers le bac tampon. C'est vraiment intéressant du coup, ce que j'expliquais, c'était que les racines des plantes, elles filtrent un petit peu l'eau. Oui. Et du coup, ce qui est bien, c'est que c'est tout le temps filtré. Du coup, l'eau des poissons, ils ont une eau propre, entre guillemets, qui leur revient. En fait, sur un système comme ça, s'il n'y avait pas les plantes, rapidement, on accumulerait des nitrates. Ouais. Les poissons, ils mourraient parce qu'il y aura trop de haqueux et... Je pense que vous connaissez mieux le fonctionnement de l'aquaponie désormais. Maintenant, place à la dégustation. Nos 3 champions, pris par la dégustation de ces produits de grande qualité, ont oublié leur but premier. C'est pourquoi nous faisons un débrief plusieurs mois après. Donc déjà, on est là pour débriefer du coup tout ça, donc toute la partie de dégustation surtout. Parce qu'on a goûté plein de trucs différents, trop bons. Genre les tomatillos. Alors attends. Déjà, faut qu'on dise, on a goûté tellement de trucs. En fait, on a goûté genre 700 espèces de tomates différentes. Si ce n'est 1000. En vrai, il a besoin de quand même un petit peu. En vrai, on a À goûté plein de tomates. Attends, on a goûté une tomate du Mexique qui a le goût d'oignon. Enfin, genre... Non, elle a tomatillo. elle a la texture de l'oignon, elle n'a pas le goût d'oignon. Non, c'est en fait, trop en bizarre. gros, tu vois, tu peux pas faire un mélange. C'est un nouveau Ouais. goût. C'est vraiment un nouveau goût. D'ailleurs, on vous met l'extrait maintenant. Wow. C'est un goût, je l'ai jamais eu de ma vie. Pour ça, Moi on non le plus. prend pas en général, on le prend pas entier. Ouais. J'ai jamais eu ce goût. J'avoue que c'est incroyable. On découvre des Tomate, saveurs d'un l'oignon, autre monde. je sais pas Ça vient d'où cette tomate là, Taïmo? Mexique, donc comme toutes les solanacées, hein, c'est Mexique. originaire d'Amérique du Sud. Merci. Mec, j'ai visité le Mexique aujourd'hui. C'est très bon. Mais c'est incroyable. J'avoue que c'est vraiment c'est indescriptible. Faut avoir Un mélange goûté. de. C'est un mélange de plein de choses. Ça c'est tomate poire. Tomate poire. C'est trop bon. Trop aujourd'hui. bon. Ouais. Oui, Oh, c'est la des capucine. On a Capucine. goûté des fleurs. Grave. Des fleurs. J'ai jamais mangé Incroyable. des fleurs, mec. J'en avais jamais mangé avant. Capucines sont grave. Capucine, ouais. Il y a un extrait d'ailleurs, on en parle. Elles sont très jolies les fleurs de capucine d'ailleurs. Et ça se mange. Ça se mange en plus les feuilles. Ah, c'est la fleur. On mange les feuilles aussi. Merci. A priori, il n'y a pas trop de sucre en dessous. Mais elle est super belle la feuille, la fleur. En vrai, je sais pas comment la manger, tu vois, parce que c'est la première fois que je mange une. Tu mets ça dans ta bouche et puis tu croques. Et sans là en plus, ça sent bon. C'est sucré. Ça pique. Ça pique un peu. Poivré, ouais. C'est poivré, donc c'est tout à fait comestible et puis ça permet de relever une salade et puis en plus ça donne de la couleur donc c'est sympa. Ouais. Et les feuilles ont quasiment le même goût aussi. Ça, c'est des tomates moineaux. Mec, Ah oui. mon pote, c'est des tomates, elles font 1 mm Ouais, ou 2 c'est mm, mais c'est n'importe quoi. Ça, c'est. Tomatillo. Bah, Tomatillo, oui. non, Si, tomate si, myrtille. si. Tomate myrtille. Tomate bleuée, Sûr. Tomate verte. Bleuée. Tomate bleuée. C'est. Ouais, ok, ok. De toute façon, moi je l'ai La fille de Laurent qui le dit. Celle-là elle s'appelle Merci. Blueberry. Ah oui. Blueberry. Ah oui, c'est celle qu'on a vue. Merci. Framboise. Ah, comment Blueberry. Blueberry. Ah, bah voilà, c'est la myrtille. Ah oui
Et c'est vrai qu'en plus, ça ressemble à une myrtille. Ah, basilic pourpre. Trop stylé. Il y a un extrait d'ailleurs où il dit qu'il veut en adopter. On a adopté. Ça, c'est du basilic pourpre. Basilic pourpre, mais il est trop beau. Ouais. Et je vais en adopter. Dans les salades, on fait un carton. Non, il est vache goût. C'est fort. Voilà, ça c'est l'incubation. Alors là, Ah oui, c'est l'endroit des pousses. le cocon. Alors là, pour le coup, t'avais au moins 2000 pouces. Mais vraiment, Mais genre là, il y a c'est des- tellement petit qu'il y en a tellement. C'est Mais pas genre possible. là, il y Plein de avait bébés plantes, ouais. des trucs, mais genre, il y avait 15 espèces de menthes différentes. Une plante C'est qui a ça. le goût Non, de mais fromage. vraiment, ouais. Bah on en parle. Ça a juste bien goût de Ah, fromage. c'est bizarre sur la langue. Ouais. Ah, c'est vrai, là je sens le fromage. Ah ouais. Ah, c'est vrai. Ah là, depuis tout à l'heure, je le sentais vraiment pas et là, je te promets, je le sens. Il est D'accord, fort. d'accord. Il est fort le fromage. Oh là, c'est du. Oh, mais mec, mais vraiment. Oui. Mais c'est incroyable. Genre, en fait, tout ce que fait l'humain, et bah les plantes le font. Ah oui, le goût de Et à fromage. la fin, il y a quand même une plante curry. Je sais que c'est ton épice Mais préférée, parce que tu le Ce dis. qui est ouf, en fait, Il y a aussi la plante olive. Et ça, c'est. mais ce qui est ouf, c'est que vraiment, genre, il y a plein de trucs qu'on pouvait manger, c'était juste des feuilles. Et Ouais, la huître. en fait, ouais, c'est ça. Mais en fait, soit tu manges des fruits, des légumes et tout ça, soit tu manges des feuilles. Ouais. Et en fait, les deux, C'est ils ça. étaient trop bons. Il y avait tellement d'espèces Mais alors, en fait, différentes. le truc, c'est que vu que l'aquaponie, en fait, ils sont obligés de varier les espèces parce qu'en gros, si par exemple Laurent il plante tout un banc avec par exemple que des tomates et qu'il y a une maladie dans les tomates, bah il perd tout. Du coup, pour faire ça, il met par exemple des tomates, des choux, des tomates, des choux. Et comme ça, et du coup, il a plein de variétés différentes Ouais. et avec une qualité, genre vraiment, elle est incroyable quoi. Et vu qu'il est sous serre, il peut faire pousser à peu près ce qu'il veut quoi. Bah, ça, c'est la plante curry. Ouais. Ah oui, C'est celle-là? Elle est grave. C'est la plante hiver. J'ai l'impression que c'est une plante d'hiver. ouais, c'est ça. Attends, mais elle est trop belle cette plante par contre. Oh, on dirait une plante qui pousse en hiver. Ouais, j'avoue. Pardon? Plante curry. Plante curry. Alors, je suppose que ça a le goût de curry. L'odeur surtout. C'est vraiment. Non, mais Je vais c'est pas pas. possible. Enfin, à chaque fois, C'est incroyable. à chaque fois qu'il nous donne une plante, il dit un nouveau truc et je me suis dit, il va encore dire un truc de fou. Enfin, j'ai failli préchoter un truc, mais en C'est fait, vraiment non, mon plante curry, c'est pas possible. C'est vraiment Il y a mon tout. épice préférée. Il y a un moment, c'était quoi? Ouais, tu sais, ils nous avaient montré une petite plante et ça sentait grave le fruit de la passion. Et Ah ils oui, disaient, il y avait oui, un oui. pâtissier qui faisait Ouais, il y a des les pâtissiers qui font des crèmes et tout avec. C'est... Ça, c'est. Ça, c'est un. Merci. Alors, ça se mange pas, ça se sent plutôt. C'est un œillet d'Inde, ça se mange pas parce que la feuille est pas agréable, quoi. La feuille est vachement râpeuse. C'est un œillet d'Inde, odeur, enfin, on a dit fruit de la passion. Ouais, c'est vrai, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Il y avait 400 ou 800 pieds de fraise, je sais plus. Bah, ouais. Je crois que mais c'était 800. Il y a pas quelqu'un qui a une 400, je crois. Il y a pas quelqu'un qui avait une photo où Bah, tu vois c'est- vraiment tous les plants de fraises. C'est Parce qu'en gros, sûr. il y a différents systèmes. Ouais, il y a un mur, En gros, on vous a montré des systèmes comme ça, enfin, avec, comme vous voyez dans la vidéo, mais il y a aussi un système en hauteur. Oui, Et ça, c'est mural. c'est le tour vertical. Ouais, Ça s'appelle voilà, les c'est tours le verticales. Et bah écoute, je l'ai pas, mais j'ai C'est- des Ah bah petites tiens, photos, on l'a peut les voir derrière. On le voit derrière. Mais il y en C'est a un bon beaucoup gain de plus. place. Ouais. Ah ouais, en fait, Laurent, alors là, juste pour la petite explication, bah, du coup, il Ah oui. vit en vendant ses produits du coup de la ferme, mais par contre, il cuisine également les produits qu'il consomme, enfin qu'il produit, et il fait des plats qui sont juste ouf, et avec Ouais, on plein nous de met saveurs, photos. plein de goûts, ils nous en ont proposé tout. Ouais, Et vraiment, franchement, ça a l'air trop bon. Ouais, C'était trop bon. Il vit dans sa serre. Alors là, on passe à l'autre ferme du coup, donc qui est vraiment beaucoup plus pédagogique, mais qui permet vraiment du coup de comprendre l'aquaponie. On est reparti avec plein de trucs de cette ferme. Des salades, des tomates, du persil, des salades, des fraises, des choux de Des choux de Bruxelles. Bruxelles. Des ouais. choux de Bruxelles. J'ai jamais vu un Un pied de chou pied Bruxelles. de chou de Bruxelles. C'est énorme, ça fait ça de diamètre et Ça monte. Bah regarde, ils C'est sont trop là, stylé, on les voit ouais. là. Puis il y a tous les poissons aussi. En plus là, il Ouais. venait juste d'arriver du coup. En fait, c'était une salmonnerie et une saumonnerie. Salmonnerie, ouais. C'était une salmonnerie. Et du coup, ils vendaient plein de produits en rapport avec les Bah, poissons. ils vendaient Ils des vendaient trucs, même quoi. du Et- poisson. Ouais, et et- ils servaient avaient une l'aquaponie boutique, ouais. pour promouvoir leur. Ah bah tiens, on voit bien le biofiltre là. On le voit mieux que chez Laurent. Ouais. Je pense que je vous le mettrai. Ouais. Une fois le fonctionnement et la dégustation effectués, place à l'interview. Moi, du coup, on se retrouve avec Laurent. Laurent, propriétaire de la ferme aquaponique du Cotentin. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, depuis combien de temps vous êtes-vous lancé dans l'aquaponie? Alors, on a commencé, nous, à réfléchir à l'aquaponie il y a à peu près 3 ans. À cette époque-là, on était loin, on était en Nouvelle-Calédonie, donc c'était pas facile pour nous immédiatement de démarrer. On a mis à peu près 2 ans pour réussir à monter le projet, trouver les financements, Bien sûr. trouver un terrain. Et donc, il y a un peu moins d'un an maintenant, un peu plus d'un an maintenant,
Un tout petit peu plus d'un an, on a construit la serre et puis on a commencé à monter le système qui est derrière nous. D'ailleurs, une telle serre, ça coûte à peu près combien? Enfin, combien d'investissement et de levée de Alors fonds? l'investissement, en fait, il y a plusieurs aspects. La serre en elle-même, donc l'achat de la serre et le montage de la serre, puisque la serre a été montée par le fabricant, ça nous a coûté environ 50 000 euros. On a eu un gros travail de terrassement sur le terrain, puisque le terrain, vous voyez qu'il est un peu en pente. Donc il a fallu faire une plateforme à peu près à plat. Ça nous a coûté 40 000 euros de plus. Et puis l'ensemble du système, on a fait ça aussi low cost que possible. J'ai quasiment tout fait tout seul et ça nous est sorti à peu près à 60 000 euros. Donc on est en gros sur 150 000 euros de budget au total, pour une surface d'exploitation d'environ 1000 m². Et aujourd'hui, vous arrivez à vivre de ce système? Alors pas du tout, on n'a pas du tout atteint le point d'équilibre. Le système déjà en lui-même, on pense qu'il va falloir entre 2 et 3 ans pour qu'il soit vraiment efficace, le temps que les colonies bactériennes soient bien installées, le temps que nous aussi on ait compris, choisi les bonnes variétés culturales principalement qui sont adaptées à notre climat et puis à notre mode de production. Et puis il faut aussi qu'on trouve notre clientèle, donc ça c'est pas du jour au lendemain, il suffit pas qu'on ait ouvert la serre pour qu'il y ait eu la queue devant de clients qui voulaient nos produits. Donc c'est bien de ne pas produire trop tout de suite, parce qu'on risque d'avoir un problème de commercialisation. On pense atteindre l'équilibre en 2 à 3 ans. J'ai entendu dire qu'on ne pouvait pas faire de bio en aquaponie. Pour quelle raison et pourquoi? Et enfin, qu'est-ce que c'est du coup l'avantage? Alors le référentiel de l'agriculture biologique tel qu'il est en Europe, il prévoit que pour les plantes, il faut absolument que ce soit des cultures en pleine terre, absolument dans le sol. Et comme là en aquaponie, nous on n'est jamais dans le sol, on est toujours en hors sol. Pour cette raison-là, on ne peut pas avoir le label agriculture biologique. Pour ce qui est des poissons, le référentiel de la truite en agriculture biologique prévoit que le poisson ne doit pas nager 2 fois dans la même eau. Donc il interdit la recirculation de l'eau. Et comme tout l'intérêt de l'aquaponie, c'est justement de recirculer l'eau, là aussi, on est complètement en dehors du cahier des charges de l'agriculture biologique. Pourtant, il y a 0 pesticides. Pourtant, il y a 0 pesticide en aquaponie, sinon on tuerait les poissons. Il n'y a pas d'engrais non plus, puisque c'est les poissons qui nous font l'engrais. Donc en réalité, on est très propre, mais on ne rentre pas dans les clous du référentiel du cahier des charges de l'agriculture biologique. Même plus propre que le bio, comme vous avez dit. On pourrait considérer que c'est plus propre que le bio. Mais c'est vrai que là, je ne sais pas s'il faut vraiment jouer à qui est le meilleur. En l'occurrence, c'est vraiment 2 modes de production qui sont différents. D'accord. Et est-ce qu'il pourrait y avoir une charte aquaponique comme le bio, Oui, c'est une très bonne idée. Alors aujourd'hui, l'idée est déjà un peu dans les têtes de pas mal de gens qui pensent aquaponie en France. À mon avis, ce qui coince pour l'instant, c'est qu'on n'est pas encore assez nombreux. Pour avoir le temps, éventuellement les fonds, pour se lancer dans cette démarche, qui serait la création soit d'un label, soit d'une marque, qui soit propre au mode de production aquaponique. Et justement, par rapport à la clientèle, c'est les restaurants, c'est des particuliers? Alors en l'occurrence, le mode de production en lui-même ne va pas forcément nous orienter vers un type de clientèle particulier. On peut en aquaponie vendre à la fois à des particuliers, à la fois à des restaurants, à des grossistes ou à des grandes surfaces. Après, c'est la philosophie en fait, dans laquelle on fait de l'aquaponie qui va avoir une influence. Ici par exemple, on a fait le choix d'avoir une très grande variété de végétaux en petite quantité. Évidemment, on n'intéresse pas un grossiste ni une grande surface. Le mode de production qu'on a choisi nous oriente plutôt vers du particulier ou vers des restaurants qui sont capables d'accepter, par exemple, d'avoir que de petites quantités d'un certain produit toutes les semaines, qui ne vont pas avoir besoin de quantités importantes en une fois. Est-ce que le rendement par rapport à la superficie est plus élevé par rapport à quelqu'un qui ferait en pleine terre, en traditionnel, tu veux dire? Alors ça peut être le cas, mais ce n'est pas forcément le cas. L'aquaponie en soi ne garantit pas un meilleur rendement. Si vous faites n'importe quoi en aquaponie, vous aurez des rendements dégueulasses. De même manière, si vous faites n'importe quoi en pleine terre, vous aurez des rendements dégueulasses. Donc on ne peut pas vraiment comparer ça comme ça. Ce qu'on peut dire, c'est que certaines expérimentations ont montré que dans des conditions idéales, on réussissait à avoir en aquaponie des rendements plus élevés que ce qui était communément admis en pleine terre. Mais ce n'est pas forcément reproductible. Ça dépend des variétés et ça dépend de la qualité du système aquaponique en lui-même. Dans chaque ferme aquaponique, je suis persuadé qu'on va avoir une qualité d'eau singulière et donc cette qualité d'eau va être plus ou moins adaptée à certains végétaux par rapport à d'autres. Sur ces végétaux-là, on a des chances d'avoir de meilleurs rendements qu'en pleine terre pour des raisons techniques. Par exemple, le fait qu'on n'ait pas de concurrence au niveau racinaire, le fait qu'en aquaponie, on puisse donc planter, cultiver de manière plus dense en général qu'en pleine terre, ça va nous donner un avantage. Mais si la solution nutritive n'est pas de bonne qualité pour le végétal donné, de toute façon il ne poussera pas, donc ça ne suffira pas. Et par rapport justement aux plantes qui est possible d'être cultivées, aux plantes que vous cultivez et aux plantes qui ne sont pas possibles d'être cultivées
Alors en aquaponie, en fait, il y a tellement de techniques qui sont adaptées à l'aquaponie, entre la culture sur radeau, comme celle qu'on fait derrière nous, la culture en tour horizontale, la culture en film nutritif vertical, et puis la culture sur billes d'argile, on pourrait quasiment tout produire en aquaponie. On sait par expérience que pour les tubercules, c'est plus compliqué, parce qu'ils acceptent moins que d'autres d'être souvent dans l'eau. Par exemple, une pomme de terre, si elle est dans une table à marée pour lesquelles on a au moins 10 cm qui ne sont jamais irrigués, on peut espérer qu'effectivement elle puisse se développer et multiplier des tubercules. Mais dans tous les cas, elle ne pourra pas plonger. Donc c'est vrai que la quantité de pommes de terre produite sera forcément limitée par rapport à une culture en pleine terre. Sur un mode de production comme celui-là, l'aquaponie présente peu d'intérêt par rapport à des légumes-feuilles ou à des légumes-fruits par exemple. Où là par contre on peut gagner en densité, on va être plus pertinent sur des légumes-feuilles ou des légumes-fruits que sur des tubercules. Les légumes-feuilles, c'est ce qui marche le mieux. Oui. Les plantes aromatiques aussi, j'ai vu que... Les plantes aromatiques pour moi rentrent vraiment dans la même catégorie que les légumes-feuilles. D'accord. Donc tout ça c'est des plantes pour lesquelles ça marche très bien. En plus c'est des plantes qui sont relativement peu exigeantes, enfin en tout cas moins que les légumes-fruits, sur la qualité de la nutrition. Elles ont surtout besoin d'azote, elles sont un peu moins exigeantes sur le potassium, sur le phosphore, sur le magnésium, sur les micro-éléments. Donc c'est des végétaux qui sont globalement plus faciles à élever. Les légumes fruits, donc les tomates, les courgettes par exemple, les poivrons, vont être plus exigeants parce qu'ils ont besoin de faire des fleurs, de faire des fruits. Donc ils ont besoin de choses que les légumes feuilles n'ont pas besoin. Les algues par exemple, donc l'eau salée et tout ça, il n'y a pas d'eau salée. Alors aujourd'hui c'est plus compliqué de faire de l'aquaponie en eau salée, principalement parce qu'on n'a pas les espèces végétales sous nos contrées qui sont adaptées à ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas adapté, on n'est pas habitué à manger des algues. Oui. Et si on était plus habitué à manger des algues, on pourrait très bien envisager d'avoir une culture couplée poissons-végétaux, dans lesquels les végétaux seraient des algues et pas des plantes aériennes comme là derrière. Et donc on aurait en fait des bacs d'eau dans lesquels on ferait pousser des algues. On n'aurait pas besoin des radeaux à ce moment-là. Oui. Et ça pourrait très bien se faire. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en Europe, il n'y a pas tellement de marché pour les algues de consommation humaine, ou éventuellement on pourrait l'envisager pour des algues pour le marché cosmétique par exemple. Bien sûr. Mais ça c'est vrai qu'aujourd'hui c'est pas encore très étudié, il n'y a pas à ma connaissance d'unité commerciale sur ce créneau-là. Et puis même les systèmes hydrauliques qui s'abîmeraient assez vite. Et donc au niveau des poissons, justement, vous utilisez lesquels et lesquels on peut utiliser en dehors de ceux que vous utilisez? D'accord. Alors c'est vrai qu'on est donc principalement sur des espèces d'eau douce pour ce qui est de l'aquaponie aujourd'hui. Et là on a quand même un champ qui est relativement large puisqu'on peut utiliser des carnassiers comme des truites, des perches, des cendres, éventuellement du brochet. On peut utiliser des esturgeons. On pourrait tout à fait imaginer de l'aquaponie avec des anguilles. Dans l'eau douce, les carpes, toutes les carpes, les carpes koi, même les carpes communes, le tilapia, enfin voilà, il y a quand même plein de poissons qui seraient utilisables en aquaponie. Aujourd'hui, encore une fois, la problématique vient sur la commercialisation. Comme on cherche à rentabiliser une entreprise, idéalement, il faut avoir des poissons pour lesquels on soit capable de les vendre, importants, qui permettent de combler largement les coûts de production. D'accord. Donc là, ça dépend vraiment des créneaux de commercialisation. Là, aujourd'hui, nous, on a fait le choix de la truite arc-en-ciel, puisqu'on est sur un créneau de poissons de consommation. L'idée, c'est de vendre ces poissons-là aux mêmes clients à qui on vend déjà des légumes. Mais on pourrait très bien envisager de faire des carpes koi, donc pour le marché plutôt du poisson d'agrément ou d'ornement. On pourrait très bien envisager de faire aussi de la carpe pour de la consommation à condition d'avoir un marché, principalement les communautés asiatiques ou les, comment je vais dire ça, dans la religion juive, traditionnellement on consomme de la carpe, ce qui n'est pas du tout le cas dans la religion chrétienne. Donc en l'occurrence, les chrétiens en France ne consomment pas du tout de carpe, par contre les juifs peuvent en consommer un petit peu. Donc c'est vraiment une question de créneau, savoir à qui on va vendre le poisson, dans quelles conditions. On pourrait même utiliser l'aquaponie pour faire des poissons d'ornement, des poissons d'aquarium par exemple. À condition d'avoir un marché derrière, savoir à qui les vendre. C'est vrai que pour nous aujourd'hui, ça me paraît le plus simple, le plus évident de faire des truites, parce que c'est un poisson de consommation auquel les gens sont habitués, dont on connaît très bien le cycle de production, dont on trouve facilement des alevins, on trouve facilement de l'aliment. Donc ça, c'est plein de points positifs qui vont faciliter. L'aliment est pas cher, donc ça, c'est plein de points positifs qui nous orientent assez naturellement vers la truite. Avant de faire justement ce métier-là, qu'est-ce que vous faisiez? Alors moi j'ai été formé après le lycée, je suis entré dans une école qui est à côté d'ici, à côté de Charmour, qui s'appelle Intecmer, l'Institut National des Techniques de la Mer, et qui forme à la fois des gens pour faire de l'aquaculture, des gens pour faire de la protection, donc qui travaillent sur l'environnement, et des gens qui vont plutôt faire de la prospection dans les fonds marins. J'avais suivi évidemment la filière production aquacole, et donc moi j'ai été formé dans les années 92-93 comme aquaculteur.
Et depuis, j'ai fait de l'aquaculture. Donc ça fait 20 ans que je D'accord. fais de l'aquaculture. Dans le milieu. Même 25 ans, le temps passe vite. Donc j'ai été aquaculteur toute ma vie et là, avant de venir ici, j'avais fait pendant une dizaine d'années, j'avais élevé des crevettes. D'accord. Ok. Voilà. C'est bon les crevettes. Il y a d'autres questions peut-être? Non, c'est Par le Non, porte. non, Ok. c'est Bon, alors là, ça serait du coup la question ultime, Laurent. Peux-tu nous citer rapidement, dans un premier temps, et puis après rentrer dans les détails, des avantages et des inconvénients de l'aquaponie? Alors les inconvénients principaux de l'aquaponie, je vais commencer par ça. Ouais. D'une part, c'est le fait qu'on manque encore beaucoup de données pour savoir comment ça marche, donc on cherche beaucoup. Mais ça peut aussi être un avantage, j'en parlerai tout à l'heure. L'autre inconvénient, c'est que par rapport à de la culture traditionnelle, on a, ou même à de l'élevage traditionnel, on a quand même des frais de structure qui sont très importants. Ouais, le Et coût. donc c'est vrai qu'il y a un investissement de départ qui a Plus besoin élevé. d'être amorti sur une durée longue. Et donc on est un petit peu obligé de travailler sur des niches pour avoir des prix de vente suffisants afin de rentabiliser. Les avantages, évidemment, de mon point de vue, sont beaucoup plus nombreux. Déjà l'environnement de travail. Vous voyez que là on travaille sous serre. Mm. Quand il pleut dehors, nous on n'est pas mouillé. Mm. Quand il y a du vent dehors, on n'est pas ébouriffé. Quand il neige, on n'a pas froid, pas autant en tout cas. On a globalement un peu moins froid que dehors quand il fait froid. C'est quand même pas mal, on est sur des petites surfaces. On peut rapidement, d'un coup d'œil, quasiment regarder toute la surface de la serre, ce qui n'est pas possible en traditionnel, puisqu'on est souvent, on parle d'hectares, alors que nous on parle en milliers de mètres carrés, hein, donc on est à une échelle qui est déjà 10 fois plus petite. Donc c'est vrai, cet aspect de petites choses, ça donne l'impression qu'on a plus facilement le contrôle sur ce qui se passe dans la serre. Après, en termes de culture, encore une fois, comme on manque beaucoup de données, je vais dire des choses qui ne sont pas encore forcément validées, mais enfin, il y a certaines expérimentations, certaines fermes d'ailleurs, même en activité, qui ont montré qu'on avait des rendements qui étaient parfois au moins équivalents, souvent supérieurs à ce qu'on faisait en traditionnel, et dans des conditions de culture qui, pour le client final, sont très intéressantes, puisqu'encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, mais sans pesticides, sans engrais. Donc on est déjà sur des produits qui vont probablement, enfin même si ça a déjà été prouvé, mais enfin qui vont être plus sains, meilleurs pour la santé, de par leur mode de production. Hein, ça c'est quand même un avantage pas négligeable. Le fait qu'on réussisse à produire beaucoup sur des petites surfaces, ça permet aussi de produire plus proche des villes, voire même au cœur des villes. Ce qu'on ne peut pas faire quand on a besoin de 3 hectares en pleine terre, de terre pas polluée, parce qu'on veut faire des légumes en pleine terre, Ouais. et bien évidemment les surfaces disponibles en ville ou à côté des villes sont beaucoup moins faciles à trouver. Alors que nous, on s'affranchit complètement. On pourrait produire en aquaponie sur une dalle de béton. Ouais. Ça pose pas de problème, puisqu'on est en dehors du sol, encore une fois. Donc ça, c'est vrai qu'en termes d'impact sur l'environnement, principalement dû au transport, on est beaucoup plus pertinent sur des petites surfaces que des grosses surfaces. Faire de l'aquaponie pour remplir des camions qui vont traverser l'Europe, pour moi, c'est vraiment se tromper, quoi. C'est une aberration. L'aquaponie ne sert pas à ça. L'aquaponie doit vraiment servir à se rapprocher des consommateurs finaux pour faire des circuits très très courts. D'accord. Ok. Donc ça, c'est quand même des gros avantages. En termes d'impact, par exemple, sur la consommation en eau, on l'a évoqué tout à l'heure hors caméra, mais enfin on estime que pour la même production en pleine terre, on va consommer en aquaponie 90 à 95% d'eau en moins. Donc c'est vrai que dans beaucoup de problématiques, c'est un facteur qui va être hyper important parce que l'eau n'est pas facilement disponible. D'accord. Alors que là, nous, on peut pas s'affranchir, mais enfin, en tout cas, on a des besoins en eau qui sont bien inférieurs. Après, tout à l'heure, je disais comme inconvénient que l'aquaponie, effectivement, il y a encore beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, on ne sait pas bien comment ça marche. Moi, je considère que pour les premiers, les pionniers, un peu comme nous, c'est aussi un gros avantage parce que ça donne beaucoup d'intérêt à notre métier. On sait que tous les jours, on va découvrir quelque chose. Tous les jours, on va apprendre. Et ça, c'est hyper motivant. C'est sûr. Oh la vache. Ça me paraît pas mal comme fin. Ouais, ça me paraît énorme. Franchement, merci. Bah écoute, Laurent, merci beaucoup. Avec Merci plaisir, avec grand plaisir quand vous voulez, les garçons. Merci. Merci. Avec plaisir, à la prochaine. Outre une aide incomparable pour notre conférence, cela a aussi été une expérience humaine incroyable, qui nous a permis de rencontrer des gens géniaux et qui on a passé une journée incroyable. On a pris le train, 9 heures après notre arrivée, les cartes mémoire des appareils aussi pleines que nos cerveaux. Quel voyage mémorable. Et surtout... Putain, ça c'était juste pour préparer Taïwan. Eh ouais, ça c'était juste pour préparer Taïwan. Le meilleur reste à venir. Enfin pour vous, Ah mais pour toi aussi. Pour moi, c'est T'aurais le regardé meilleur. TikTok. c'est parti pour la meilleure et ultime partie de cette aventure.
Là, c'était la photo, c'était juste devant le lieu Ouais, devant de le- réunion. Le grand immeuble. Ok. ouais. Juste pour la petite anecdote, la tour où on a fait la réunion, elle s'appelle New Taipei City. Et en fait, c'était une tour de reporters. Genre, c'était que des journalistes et tout ça. Et t'avais un truc où il y avait un hélico qui pouvait atterrir. Enfin bref, c'était la plus grosse tour et la plus badass, elle était trop belle. Ok. Et du coup, de l'intérieur, ça donne ça. Ça, c'était l'intérieur pour la salle de conférence. Ouais. C'est trop. On était au 6e étage. Nous, on était au- Ah bah tiens, sur cette. Là, on voit vos trucs de présentation avec vos noms, Yes. le Ouais. drapeau En fait, français. il faut savoir que la veille de la conférence, du coup, on a eu les répétitions. Et le jour de la conférence, il y avait plein d'animations. Il y avait des chefs cuistots étoilés. Mais genre, ils nous faisaient des plats, mais c'était des tellement plats bon, t'avais magnifiques, pas- ouais, T'avais magnifiques. pas envie de le manger, ouais. C'était Ah pas bah, cool. comme truc avec l'horloge. C'est ça, Ah, c'est l'horloge. pareil, l'horloge. Ouais, Et là, en fait, du coup, il y avait des passages où il y avait des spectacles, enfin des représentations. Ah ouais, T'avais le maire de Taipei qui était ici, t'avais Ouais. plein de représentants, genre des hauts Des hauts gradés. fonctionnaires, ouais, c'est ça. Et ici, alors là, c'était une petite photo que j'avais prise avec tout le personnel pour la nourriture. T'avais tous les serveurs et tout. Les serveurs, ils faisaient limite une chorégraphie, mais vraiment. Voilà, il n'y avait c'était pas tous les orchestré. serveurs encore, il y en avait vraiment beaucoup des serveurs. C'était millimétré, t'avais un serveur. C'est par limite, personne. on avait un chacun. Ouais. On avait un chacun. Et Limite. ils nous resservaient tout le temps du café. Je crois que c'est là où j'ai le plus de café au monde. J'ai vraiment bu peut-être 1 litre. Il faut savoir que dans la salle, on était 190 d'ailleurs. Ouais. Et il y avait 8 nations, donc ça, je pense que vous le savez déjà, mais il y avait la France, du coup, l'Allemagne, Et la Finlande. la Finlande, La Finlande. le Japon, Taïwan. l'Australie, Taïwan, Et l'Amérique, USA. Ouais. Royaume-Uni. Du coup, en fait, on avait tous un petit stand avec notre exposé, entre guillemets. Mm. Et c'était sur les parois, enfin les parois de la salle. Et c'était juste un stand explicatif. Nous, on n'était même pas là, on était assis dans nos petits trucs avec notre petit badge et tout. Donc, si la personne voulait avoir plus de renseignements sur les stands, elle venait directement nous voir. On était assis. D'ailleurs, il y a plein de personnes qui sont venues nous voir pour nous demander plein de trucs. Ouais, c'est ça. C'était grave cool. Et en fait, tu avais d'autres stands plus techniques où c'était surtout des Taïwanais, peut-être même que des Taïwanais, qui tenaient des objets genre des graveuses laser, etc. Ah bah et là, qui on nous montraient voit. comment ça fonctionnait. Ouais. Ouais. Alors là, on faisait les cons, là dans les tiroirs, on se planquait dans les tiroirs. Alors c'est carrément pas la conférence, mais bon, on se mettait dans les tiroirs, ça faut le savoir, c'était un truc de dingue. Là, on faisait le con dans la tour. Il y a énormément de photos, ils font les cons. Ça a duré 10 jours là-bas, la conférence c'était 2 jours. Fallait se détendre. Et là, c'était le marché de nuit. Ah oui, incroyable. Ouais, mais ça, on peut faire. Après, si vous voulez voir tout le marché de nuit et tout, il y a déjà plein de trucs sur l'Insta. Ouais, voilà, déjà. On va cadrer juste sur l'aventure du coup de l'aquaponie. L'aquaponie, pour la petite anecdote, ça fait 2 ans que je m'y intéresse avant d'avoir pu faire la conférence. Ça faisait 2 ans que je m'y intéressais. Et en fait, tout simplement, du coup, ça a été une aventure de ouf, puisque pendant 2 ans, du coup, j'ai étudié vraiment le sujet. Puis ensuite, j'ai pu ramener Rémi pour la conférence. C'était vraiment une conférence top, on s'est vraiment bien amusé. Romain, il nous a aidé à faire le montage. Ah de Ouais, la chambre. heureusement qu'il était Moi, là. j'ai fait tout le truc. Genre, Il était à Taïwan malgré. Enfin, il était pas, mais il était là quand même, grâce aux vidéos. Il était dans notre cœur à Taïwan. mais- Moi, ce que j'ai ressenti, c'est que on m'a dit un peu, vas-y, viens, on fait ça. Et au final, je me rends compte que c'est juste un projet de dingue. On a fait Ouais, plein de carrément. trucs. Enfin, Clément, il m'a mis dans le sujet, quoi. Il m'a introduit. Bon, il savait que ça m'intéressait, moi, je savais que ça m'intéressait aussi. Mais il a plutôt fait une grande partie du travail, j'ai rejoint. Ouais. Mais en tout cas, le projet en lui-même, quand il m'a annoncé qu'on partait à Taïwan déjà, je l'ai pas cru. Il m'a dit qu'il m'avait inscrit, j'ai fait, ouais, j'ai toujours pas cru. Et puis quand les choses commençaient à se presser, que les gérants, tout simplement, Que tu as reçu des papiers. voilà, j'ai reçu des papiers, ils m'ont averti de ça, j'ai fait, ah d'accord, c'est vrai, il va falloir que je prévienne C'est tout le monde. peut-être vrai, c'est peut-être vrai. Puis après, tu t'es dit, je vais faire mon passeport. Je vais faire mon passeport, on sait jamais. Le passeport que vous allez chercher le matin avant de prendre le convoi. Là, j'ai eu un jour avant le passeport, c'était vraiment tendu. On a dû faire des courriers, tout ça. Et puis en vrai, je trouve surtout il y a eu plusieurs fins au projet. C'est-à-dire que Clément l'a étudié, il y a eu une fin avec son TPE. Puis nous, on est allé à carrément. Cherbourg, il y a eu une autre fin. En fait, Et c'était. puis après, vous êtes allé à Taïwan, une autre fin. Et là, on peut faire un truc, tu vois. J'ai l'impression En fait, que il y a ça va jamais se finir, quoi. beaucoup d'étapes, beaucoup d'aventures, beaucoup de choses à faire. C'est pour ça qu'on a fait plusieurs En chapitres. fait, on conclut un beau projet qui était au final qu'un petit travail au début, quoi, et, qui a vraiment grandi. Il a pris vraiment une grande ampleur, et ça, c'est énorme. En fait, le projet en soi, on s'était dit, voilà, c'est un TPE et tout, mais moi, ça me passionnait. C'est ça. Donc moi, tout pendant que voilà, c'est un projet qui me passionne, je travaillais à fond. Je travaillais chez moi par pur plaisir. Et au final, c'est là où je me rends compte que ça a été récompensé, puisque
il y a notre proviseur adjoint qui vient me voir et me fait bon bah Clément écoute j'ai vu ton TPE, il est cool, ça te tente de partir à Taïwan. Non mais sincèrement c'était vraiment un super beau projet, j'étais vraiment super content de pouvoir l'avoir fait avec vous deux. Et De partager aussi. ouais c'est ça, ouais, surtout de le partager en fait. On l'a C'est partagé vraiment ça. en France, on a aidé Parce que des gens qui nous ont aidés, qui nous ont transmis plein de trucs que nous on a pu partager derrière. C'est Parce que ça. clairement, sans Laurent, sans même le Ouais. fait qu'ils nous présentent plein d'autres Clairement. trucs et qu'ils connaissent tellement bien, mais juste ça nous a aidé fois 1000 quoi. C'est vraiment Enfin, un grand défi, c'était c'est génial d'avoir un défi comme ça. Moi, tu sais que tu pars pour quelque chose, ça te donne un truc, c'est but. il Ouais. faut le faire quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. On n'y va pas pour rien, quoi. On y va pour montrer notre projet, inspirer d'autres Et personnes. puis, Même. c'est ça, et puis surtout on représentait la France donc on pouvait pas se permettre de Voilà, faire un on petit représente truc, la tu vois. France. Quel beau Bon, en tout cas, on remercie Laurent, on remercie sa famille. vraiment tous les acteurs du projet. Sa En fait, famille. on remercie Taïwan, parce que c'est le gouvernement de Taïwan qui nous a invités. Oui. On remercie notre lycée Malherbe, de Caen, Voilà, qui a pu nous permettre de partir à Taïwan, justement, qui nous a averti du projet. c'est ça. Je remercie beaucoup Rémi, du coup, de m'avoir assisté du coup, dans ce projet. Merci à Je toi, remercie Clément. beaucoup Romain, du coup, aussi. Ah, merci. mais tellement Clément. Ouais, je remercie aussi beaucoup Laurent. Ah, Laurent, oui, Et, merci. toute sa Ah, non, famille, merci. ouais. Ouais, toute sa famille. C'était vraiment trop cool. adorable. Adorable. Bah, c'était exceptionnel. Une grande aventure. C'est pas fini. Petite annonce, juste avant la fin, juste avant la vraie fin du coup, c'est que on va faire d'autres projets par rapport à l'aquaponie, des projets qui seront encore plus gros, encore plus ouf. C'est ça, Oui. Ah oui, c'est sûr. exactement. Là c'est que le début. Moi je le dis. Je l'ai dit. T'annonces. Je l'ai annoncé. Il a annoncé. Je l'ai annoncé.